Bonjour, bienvenue sur la Von Morgane. Rebonjour même. Je vais reprendre la lecture des 4 filles du Dr March. Et cette fois, je reprends au chapitre 20. Surprise. Merci beaucoup pour votre écoute. Est-ce que je vous ai demandé si vous alliez bien ? Il y a un joli papillon bleu. Eh bien, dans ce cas-là, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Et merci beaucoup pour votre écoute. À tout à l'heure, après cette lecture. Chapitre 20, surprise. Jo était seule au crépuscule, allongée sur le vieux canapé. Elle regardait le feu et réfléchissait. C'était sa façon préférée de passer l'heure du couchant. Personne ne la dérangeait, elle avait pris l'habitude de s'étendre là, sur le petit oreiller rouge de Beth, mettant au point des histoires, rêvassant ou pensant avec tendresse à cette sœur qui ne semblait jamais loin. Son visage paraissait fatigué, grave et assez triste, car son anniversaire était le lendemain et elle songeait à quel point les années passaient vite, combien elle vieillissait et semblait avoir peu accompli. Presque 25 ans, elle n'en avait rien retiré. Jo se trompait sur ce point. Elle en avait retiré des tas de choses, et elle s'en aperçut plus tard avec reconnaissance. Rester vieille fille, voilà à quoi je suis destinée. Un écrivain célibataire avec une plume pour époux, une famille d'histoires pour enfants, et d'ici 20 ans, un semblant de célébrité peut-être. Quand, comme ce pauvre Johnson, je serais vieille et ne pourrais pas en profiter, solitaire et ne pourrais pas la partager, indépendante et n'en aurais pas besoin. Eh bien, inutile d'être une sainte aigrie ni une pécheresse égoïste. Et je me doute que les vieilles filles trouvent ça très agréable lorsqu'elles y sont habituées. Mais... Et là, Jo soupira comme si cette perspective n'était pas réjouissante. Elle l'est rarement au début, et avoir 30 ans semble être la fin de tout lorsqu'on en a 25. Mais ce n'est pas si terrible que ça en a l'air, et l'on peut être parfaitement heureuse si l'on a quelque chose en soi à quoi se raccrocher. À 25 ans, les filles commencent à parler de rester vieilles filles, mais décident en secret qu'elles ne le resteront pas. À 30 ans, elles n'en parlent plus, mais acceptent tranquillement cette réalité. Et si elles sont raisonnables, elles se consolent en se souvenant qu'il leur reste 20 années profitables, heureuses, durant lesquelles elles pourraient apprendre à vieillir avec grâce. Ne riez pas des célibataires, chères jeunes filles, car souvent des histoires d'amour tragiques sont dissimulées dans les cœurs qui battent si paisiblement sous les robes sobres, et de nombreux sacrifices muets de jeunesse, d'ambition, d'amour rendent beaux aux yeux de Dieu les visages fanés. Même les sœurs tristes et aigries devraient être traitées avec gentillesse, ne serait-ce que parce qu'elles regrettent les plus doux moments de leur vie. Et en les considérant avec compassion, non pas avec mépris, les jeunes filles en fleurs devraient se souvenir qu'elles aussi regretteront l'époque de leur épanouissement. Que les jours roses ne durent pas toujours, que des fils gris apparaîtront dans la belle chevelure brune et qu'avec le temps, la gentillesse et le respect seront aussi agréables que l'amour et l'admiration actuels. Gentlemen, jeunes gens, je veux dire, soyez courtois avec les vieilles filles, qu'elles soient pauvres, quelconques ou guindées, car la seule galanterie qu'il est digne de posséder est celle qui est prompte à rendre hommage aux personnes âgées, à protéger les faibles et à servir les femmes sans distinction de rang, d'âge ou de couleur. Souvenez-vous seulement des vieilles tantes qui ne vous ont pas seulement sermonné et embêté, mais soigné et dorloté, trop souvent sans en être remerciées, des ennuis dont elles vous ont tiré, des tuyaux provenant de leur petite expérience qu'elles vous ont donnée, des petits points que les doigts âgés et patients ont cousus pour vous, des escaliers que les vieux pieds volontaires ont grimpés, et offrez avec gratitude aux chères vieilles dames ces petites attentions que les femmes aiment recevoir tout au long de leur vie. Les jeunes filles aux yeux vifs sont promptes à déceler de tels traits de caractère et ne vous en aimeront que davantage. Et si la mort, quasiment l'unique chose ayant le pouvoir de séparer une mère et son fils, venait vous dérober la vôtre, vous pouvez être assuré de trouver un amour tendre, accueillant et maternel chez une tante Priscilla qui a gardé le coin le plus chaleureux de son cœur solitaire pour le meilleur neveu du monde. Jo avait dû s'endormir, et je dirais que mes lecteurs aussi durant cette petite homélie, car soudain le fantôme de Laurie sembla se tenir devant elle. Un solide fantôme,
ayant l'apparence du vivant, qui se penchait sur elle avec exactement l'expression qu'il arborait lorsqu'il débordait de sentiments et ne voulait pas le montrer. Mais, comme Jenny dans la ballade, elle ne pouvait imaginer que c'était lui. Et elle resta étendue à le fixer, dans un silence interloqué, jusqu'à ce qu'il se penche et l'embrasse. Puis elle le reconnut, se leva brusquement et s'écria joyeusement « Oh mon Teddy, oh mon Teddy ! Ma chère Jo, tu es heureuse de me voir alors. Heureuse, mon garçon adoré. Les mots ne peuvent exprimer mon bonheur. Où est Amy ? Ta mère est avec elle chez Meg. On s'y est arrêté en route et il n'y avait pas moyen d'arracher ma femme à leurs griffes. »« T'as quoi ?» s'exclama Joe, car Laurie avait prononcé ces deux mots avec une fierté et une satisfaction inconsciente qui l'avaient trahi. « Oh diantre, voilà que je l'ai fait. » Et il prit un air si coupable que Joe lui tomba dessus en un éclair. « Vous vous êtes mariés ?» ?»« Oui, mais je te promets que je ne recommencerai jamais. » Il se jeta à genoux en joignant les mains en signe de pénitence, affichant un air expiègle, hilar et triomphant. « Vraiment mariés ? » « Tout à fait, merci. »« Miséricorde, quelle horrible chose vas-tu faire ensuite ?» Et Joe se laissa retomber sur le canapé avec un hoquet. « Des félicitations typiques, mais pas exactement élogieuses, » répondit Laurie, conservant son attitude servile mais rayonnant de satisfaction. « À quoi peux-tu t'attendre ? Si tu me coupes le souffle en entrant à pas de loup comme un voleur et que tu sors des lapins de ton chapeau comme ça. Lève-toi, ridicule individu, et raconte-moi tout. Pas un mot avant que tu me laisses retrouver mon ancienne place et que tu promettes de ne pas te barricader. » Jo rit comme elle ne l'avait pas fait depuis de nombreux jours et tapota. C'est pas possible. Et tapota quoi ? Et tapota le canapé en un geste d'invitation en disant d'un ton cordial « Le vieil oreiller est dans le grenier et nous n'en avons plus besoin, alors viens et avoue tout, Teddy. » Comme c'est bon de t'entendre dire Teddy. Personne d'autre que toi ne m'a jamais appelé ainsi. Et Laurie s'assit, l'air très content. Comment t'appelles Amy ? Monseigneur. C'est bien d'elle. Bon, ça te va bien. Et le regard de Jo trahit manifestement le fait qu'elle trouvait son petit garçon plus beau que jamais. L'oreiller avait disparu, mais il y avait néanmoins une barricade, une barrière naturelle érigée par le temps, l'absence et les fluctuations du cœur. Tous deux le ressentirent et se regardèrent un instant comme si ce mur invisible projetait une petite ombre sur eux. Elle disparut aussitôt, cependant, car Laurie dit, tentant vaguement de rester digne, « Je ne ressemble pas à un homme marié et un chef de famille. Absolument pas, et ça n'arrivera jamais. Tu es devenu plus costaud et plus beau, mais tu es toujours le même vaurien. Franchement, Joe, tu devrais me traiter avec davantage de respect, commença Laurie, que la situation ravissait. Comment le pourrais-je alors que la simple idée de te savoir mariée et installée est si irrésistiblement drôle que je ne peux rester sérieuse, répondit Joe avec un grand sourire, si contagieux qu'ils rirent à nouveau et se préparèrent à une bonne discussion, aussi plaisante qu'autrefois. Inutile d'aller dans le froid chercher les autres, elles vont arriver. Je ne pouvais pas attendre. Je voulais être celui qui allait annoncer la grande surprise et avoir la peau, comme on disait quand on se chamaillait pour la crème de lait. Naturellement, tu as réussi et tu as gâché ton histoire en commençant par la fin. Maintenant, recommence depuis le début et dis-moi comment c'est arrivé. Je me languis de savoir. Eh bien, je l'ai fait pour faire plaisir à Amy, commença Laurie, les yeux pétillants, ce qui poussa Joe à s'exclamer. Première craque, c'est Amy qui l'a fait pour te faire plaisir. Continue et dis-moi la vérité si tu en es capable, monsieur. Voilà qu'elle se met à jouer les maîtresses d'école. N'est-ce pas amusant à entendre ? Demanda Laurie au feu, et le feu rougeoya et étincela comme pour montrer son entière approbation. C'est pareil, tu sais, puisqu'on ne fait qu'un. On avait prévu de rentrer avec les Carroll il y a environ 1 mois, mais ils ont soudain changé d'avis et décidé de passer un hiver de plus à Paris. Mes grands-pères voulaient rentrer. Il était venu pour me faire plaisir et je ne pouvais pas le laisser seul et je ne pouvais pas non plus laisser Amy. Madame Carroll avait des idées très anglaises sur les chaperons et ce genre d'absurdité et elle ne voulait pas qu'Amy reparte avec nous. Alors j'ai réglé le problème en disant « marions-nous et on pourra faire ce qu'on veut ». Bien sûr, tu fais toujours ce qui t'arrange. Pas toujours. Et quelque chose dans la voix de Laurie poussa Joe à enchaîner rapidement. Comment as-tu obtenu le consentement de Tati ? Ça a été difficile, mais à nous deux, on a réussi à la convaincre parce qu'on avait des tas de bonnes raisons de notre côté. Nous n'avions pas le temps d'écrire pour demander la permission, mais ça vous plaisait à tous. Vous y aviez consenti et ce n'était que saisir le tourteau par les cornes, comme dit ma femme. On est fiers de ces 2 mots et on aime les prononcer, hein ?
l'interrompit Joe, s'adressant à son tour au feu et observant avec joie la lueur de bonheur qui semblait étinceler dans les yeux si tragiquement sombres la dernière fois qu'elle les avait vus. Un peu, peut-être. C'est une petite femme si fascinante que je ne peux m'empêcher d'être fière d'elle. Donc, tonton et Tati étaient là pour faire semblant de faire respecter les convenances. On était si absorbés l'un par l'autre qu'on était bon à rien séparer et ce charmant arrangement simplifiait les choses pour tout le monde. Alors on l'a fait. Quand ou comment demanda Joe, pleine d'une fiévreuse soif de savoir et de curiosité toute féminine qu'elle n'arrivait absolument pas à réaliser. Il y a 6 semaines au consulat américain à Paris. Un mariage très tranquille, bien sûr, parce que même dans notre bonheur, il était impossible d'oublier cette chère petite Beth. À ces mots, Joe glissa sa main dans la sienne. C'est pas possible, ça doit être la chaleur. Sûrement, c'est la chaleur. J'ai une très bonne excuse aujourd'hui et j'en profite. Aujourd'hui et hier, ça tombait très magnifiquement et c'est la chaleur. Les montagnes russes. À ces mots, Joe glissa sa main dans la sienne et Laurie lissa doucement le petit oreiller rouge dont il se souvenait très bien. « Pourquoi ne pas nous l'avoir dit ensuite ?» demanda Joe, d'un ton plus doux après qu'ils furent restés silencieux un instant. « On voulait vous faire la surprise. Au début, on pensait rentrer directement à la maison, mais le cher vieux monsieur, dès qu'on a été mariés, s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas être prêt avant au moins 1 mois et nous a envoyé passer notre lune de miel où on avait envie. Amy avait un jour dit que Valrose était un endroit parfait pour une lune de miel, alors on y est allé et on a été heureux comme on ne l'est qu'une fois dans sa vie. Ma foi, c'était vraiment l'amour parmi les roses. Laurie sembla oublier Joe un instant et Joe en fut ravi. Qu'il lui raconta tout ça si librement et naturellement l'assurait qu'il avait totalement oublié et pardonné. Elle essaya de retirer sa main, mais comme s'il avait deviné les pensées qui l'avaient poussé à ce geste impulsif à demi involontaire, Laurie la serra plus fort et dit avec une gravité masculine qu'elle ne lui avait encore jamais vue. « Joe, ma chérie, je veux te dire une chose et ensuite on n'en parlera plus jamais. Comme je te l'ai dit dans ma lettre, quand j'ai écrit qu'Amy avait été si gentille avec moi, je ne cesserai jamais de t'aimer. Mais cet amour a changé et j'ai appris à voir que c'était mieux ainsi. Amy et toi avez changé de place dans mon cœur, c'est tout. Je pense que c'était voué à se passer ainsi et j'y serais venue de façon naturelle si j'avais attendu, comme tu as essayé de me le faire comprendre. Mais je n'ai jamais été patient et mon cœur a donc souffert. J'étais encore un petit garçon, têtu et violent. Et il m'a fallu une bonne leçon pour que je comprenne mon erreur. Car c'en était une, Joe, comme tu l'as dit, et je l'ai découvert après m'être comporté comme un idiot. Ma parole, j'avais l'esprit tellement en vrac à un certain moment que je ne savais plus laquelle j'aimais le plus, toi ou Amy. J'essayais de vous aimer toutes deux de façon identique, mais je ne pouvais pas. Et quand je l'ai vu en Suisse, tout a semblé s'éclaircir d'un coup. Vous avez chacune repris votre place légitime et je me suis assurée que c'en était bien fini de l'ancien amour avant que le nouveau ne commence, que je pouvais honnêtement partager mon cœur entre ma sœur Jo et ma femme Amy et les aimer toutes deux tendrement. Tu le crois et tout sera comme au bon vieux temps quand nous nous sommes rencontrés. Je le crois de tout mon cœur. Mais Teddy, nous ne serons plus jamais un petit garçon et une petite fille. Le bon vieux temps ne reviendra pas, il ne faut pas compter là-dessus. Nous sommes un homme et une femme maintenant, avec une tâche sérieuse à accomplir, car l'époque des jeux est terminée et nous devons arrêter de batifoler. Je suis sûre que tu en es conscient. Je vois les changements en toi et tu les découvriras en moi. Mon petit garçon va me manquer, mais j'aimerais tout autant l'homme et je l'admirerais davantage parce qu'il a l'intention de devenir ce que j'espérais qu'il deviendrait. Nous ne pouvons plus être des camarades de jeu, mais nous serons frères et sœurs pour nous aimer et nous soutenir toute notre vie. Pas vrai, Laurie ? Il ne dit pas un mot, mais il prit la main qu'elle lui tendait et y posa le visage un instant, sentant que de la tombe d'une passion juvénile avait surgi une belle et forte amitié qu'ils avaient la chance de posséder. Peu après, Jo dit joyeusement, parce qu'elle ne voulait pas que le retour à la maison soit triste, « Je n'arrive pas à croire que vous soyez mariés, les enfants, et que vous allez fonder un foyer. Tu vois, il me semble que c'était hier que je boutonnais le tablier d'Amy et que je te tirais les cheveux quand tu me taquinais. Miséricorde, comme le temps passe vite !»
Comme un des enfants est plus âgé que toi, tu ne devrais pas parler comme une grand-mère. Je me flatte d'être un vrai monsieur, comme dit Peggotty de David. Et quand tu verras Amy, tu trouveras que c'est une petite fille précoce, dit Laurie, amusée par son air maternel. Tu es peut-être un peu plus vieux en nombre d'années, mais je me sens bien plus âgé, Teddy. Les femmes le sont toujours, et cette dernière année a été tellement dure que j'ai l'impression d'avoir 40 ans. Pauvre Joe! On t'a laissé tout supporter toute seule pendant qu'on s'amusait. Tu es vraiment plus âgée. Voilà une ride et une autre. Quand tu ne souris pas, tu as l'air triste, et en touchant le coussin à l'instant, j'ai trouvé une larme dessus. Tu as eu beaucoup à endurer et tu as dû l'endurer seule. J'ai été une brute égoïste. Et Laurie se tira les cheveux d'un geste plein de remords. Mais Joe se contenta de retourner l'oreiller traître et répondit d'un ton qu'elle s'efforça de rendre joyeux. Non, j'avais papa et maman pour m'aider, les chers bébés pour me réconforter et la pensée que toi et Amy étiez en sécurité et heureux. Ce qui m'a permis de supporter plus facilement les soucis. Je suis vraiment seule parfois, mais c'est sans doute bien pour moi et tu ne le seras plus jamais. La coupe à Laurie. En l'enlaçant, comme pour la protéger de tous les maux humains. Amy et moi ne pouvons rien faire sans toi, alors tu dois venir apprendre aux enfants comment tenir une maison et nous devons tout partager en deux comme avant et tu dois nous laisser te chouchouter et nous serons parfaitement heureux et amis tous ensemble. Si je ne vous gênais pas, ce serait très agréable. Je me sens déjà plus jeune. D'une façon ou d'une autre, tous mes problèmes ont paru s'envoler quand tu es entré. Tu as toujours été un réconfort, Teddy. Et Joe posa la tête sur son épaule, comme elle l'avait fait des années plus tôt lorsque Bess était tombée malade et que Laurie lui avait dit de s'accrocher à lui. Il baissa les yeux sur elle, se demandant si elle se souvenait de cette époque-là. Mais Joe souriait toute seule comme s'il était vrai que tous ses problèmes avaient disparu à son arrivée. « Tu es toujours la même, Joe, versant des larmes puis souriant l'instant d'après. Tu as un air un peu malicieux pour l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Je me demandais comment toi et Amy vous entendez. À merveille. Oui, bien sûr, au début, mais qui commande? Je n'ai aucune honte à dire que c'est elle. Pour le moment, c'est du moins ce que je lui laisse croire. Ça lui fait plaisir, tu comprends? Plus tard, ce sera chacun notre tour parce qu'il paraît que se marier, c'est diviser ses droits de moitié et doubler ses devoirs. Tu vas poursuivre comme tu as commencé et Amy te commandera toute ta vie. Soit. Elle le fait de façon si imperceptible que je ne pense pas que ça m'ennuie beaucoup. Elle est ce genre de femme qui sait comment bien diriger. En fait, ça me plaît plutôt. Elle te mène à la baguette si doucement et joliment qu'on dirait celle d'une fée et qu'on a l'impression qu'elle vous fait une faveur. Faut-il que j'ai vécu pour te voir devenir un mari mené par le bout du nez et qui adore ça, s'écria Joe en levant les mains. Que c'était bon de voir Laurie redresser les épaules et sourire d'un air viril et méprisant devant ses insinuations et répondre avec son air supérieur et majestueux. Amy est trop bien élevée pour ça et je ne suis pas le genre d'homme à me soumettre. Ma femme et moi nous respectons trop pour jamais nous tyranniser ou nous quereller. Cela plut à Joe, et elle se dit que cette dignité nouvelle était très saillante. Mais le petit garçon semblait très vite se changer en homme et son plaisir se mêlait de regret. J'en suis sûre. Amy et toi ne vous êtes jamais disputés comme nous, on en avait l'habitude. Elle est le soleil et moi le vent de la fable, et le soleil obtient davantage de l'homme que le vent, tu te souviens? Elle peut lui souffler dessus autant que briller sur lui, rit Laurie. Ce sermon auquel j'ai eu droit à Nice, je te donne ma parole que c'était bien pire qu'aucune de tes réprimandes. Elle m'a bien secouée, je te raconterai un jour. Elle ne le fera jamais, bien sûr, parce qu'après m'avoir dit qu'elle me méprisait et avait honte de moi, elle a offert son cœur à cet abject individu et a épousé le bon à rien. Quelle bassesse! Eh bien, si elle te maltraite, viens me voir, je te défendrai. J'ai l'air d'en avoir besoin, non? Dit Laurie en se levant, son attitude imposante se changeant subitement en ravissement en entendant la voix d'Amy crier. Où est-elle? Où est ma chère vieille Jo? Toute la famille entra comme un seul homme et... Je vais pas y arriver. Pardon. Je fais une pause. Il fait trop chaud. Est-ce que je suis... Non, j'ai encore oublié mes mouchoirs. C'est terrible. Ah non, ils sont là. Pardon.
Pardon, je reprends. Toute la famille entra comme un seul homme et tout le monde fut embrassé et enlacé à nouveau et au bout de plusieurs vaines tentatives, les 3 vagabonds furent installés afin qu'on les regarde bien et qu'on exulte devant eux. Le voyage avait fait presque autant de bien à M. Lawrence, vigoureux et chaleureux comme toujours, qu'aux 2 autres, car son caractère bourru semblait avoir presque entièrement disparu et sa courtoisie d'un autre temps avait pris un vernis qui la rendait plus aimable que jamais. Il était agréable de le voir rayonner devant « mes enfants », comme il appelait le jeune couple. Il était encore plus agréable de voir Amy s'acquitter de ses devoirs envers lui et lui offrir l'affection filiale qui avait totalement conquis son vieux cœur. Et, par-dessus tout, d'observer Laurie leur tourner et retour comme s'il ne se lassait jamais de contempler le joli tableau qu'ils formaient. À la minute où Meg avait posé les yeux sur Amy, elle s'était aperçue que sa propre robe n'avait pas l'air parisienne, que la jeune Madame Moffat serait complètement éclipsée par la jeune Madame Lawrence et que Madame était une femme très élégante et gracieuse. Joe se dit en observant le couple « comme ils vont bien ensemble ». J'avais raison et Laurie a trouvé la belle femme accomplie qui conviendra mieux à son foyer que cette vieille Joe maladroite et qui sera sa fierté, pas son tourment. Madame March et son mari se souriaient et hochaient la tête en se regardant, l'air heureux, car ils voyaient que leur Benjamin s'était bien débrouillé, non seulement matériellement parlant, mais en s'appropriant cette richesse bien plus importante qu'était l'amour, la confiance et le bonheur. Car le visage d'Amy rayonnait de cet éclat qui dénote un cœur paisible. Sa voix était plus tendre et le port froid et guindé était remplacé par une délicate dignité, à la fois féminine et adorable. Les petites affectations ne venaient plus la gâcher et l'exquise cordialité de ses manières était plus charmante que la nouvelle beauté ou l'ancienne grâce, car elle était le signe immédiatement visible qu'elle était devenue la vraie dame qu'elle avait toujours espéré être. « L'amour a eu un remarquable effet sur notre fille, » dit doucement sa mère. « Elle a eu un bon exemple devant les yeux toute sa vie, ma chérie, » murmura M. March en retour avec un regard aimant au visage usé et aux cheveux gris près de lui. Daisy n'arrivait pas à détacher le regard de sa Yoli Tati et restait collée comme un petit chien à la magnifique châtelaine pleine de merveilleux charmes. Amy s'interrompit pour méditer sur ses nouvelles relations avant de se compromettre en acceptant de façon irréfléchie un pot de vin sous la forme tentante d'une famille d'ours en bois provenant de Berne. Une manœuvre du flanc produisit cependant une capitulation sans condition, car Laurie savait comment le coincer. « Jeune homme, le jour où j'ai eu l'honneur de faire votre connaissance, vous m'avez frappé au visage. Maintenant, je demande réparation. Un gentleman. » Et sur ce, le grand-oncle se mit à jeter en l'air et ébouriffer le petit-neveu d'une façon qui mit autant à mal sa dignité philosophique qu'elle enchanta son âme d'enfant. Par exemple, la voilà-t-il pas habillée de soie des pieds à la tête? C'est-il pas réjouissant de la voir se porter comme un charme et d'entendre la petite Amy se faire appeler Mame Lawrence, marmonna la vieille Anna, qui ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil par le panneau coulissant tout en mettant la table de la plus désordonnée des manières. Miséricorde, ceux qu'ils parlèrent, d'abord l'un, puis l'autre, puis tous s'exclamant en même temps, essayant de relater l'histoire de 3 années en une demi-heure. Il était heureux que le thé fût prêt pour produire une accalmie et fournir un rafraîchissement, car ils auraient été enroués et auraient défailli s'ils avaient poursuivi ainsi plus longtemps. Quelle heureuse procession défila dans la petite salle à manger. Monsieur March escorta fièrement Madame Lawrence. Madame March était fièrement appuyée au bras de mon fils. Le vieux monsieur prit celui de Joe en murmurant « Il faut que vous soyez ma petite fille maintenant. » tout en jetant un coup d'œil au coin vide près du feu, et Joe chuchota en retour, les lèvres tremblantes. « J'essaierai de prendre sa place, monsieur. » Les jumeaux caracolaient derrière, ayant l'impression que le millénium était à portée de main, car tout le monde était si occupé par les nouveaux arrivants qu'on les laissait s'amuser à leur guise, et vous pouvez être sûr qu'ils se jetèrent sur l'occasion. Ils volèrent des gorgées de thé, se goinfrèrent de pain d'épices ad libitum, prirent un biscuit chaud chacun, et pour couronner leur péché, firent tous 2 disparaître dans leur minuscule poche une fascinante petite tarte qui traîtreusement s'y colla et s'effrita.
leur apprenant que la nature humaine et la pâtisserie sont également fragiles. Ployant sous le fardeau de la conscience coupable des tartes séquestrées et craignant que le regard pénétrant de Dodo ne perçât le fin camouflage de Baptiste et Mérinos qui dissimulaient leur butin, les petits pêcheurs se collèrent à Dramper qui n'avait pas ses lunettes. Amy, qui passait de main en main comme des rafraîchissements, retourna au salon au bras de papa Lorenz. Les autres s'apparièrent comme précédemment, ce qui laissa Joe sans compagnon. Sur le moment, elle ne s'en soucia pas, car elle s'attarda pour répondre à la question impatiente d'Anna. « Mademoiselle Amy va se promener dans son coupe et utiliser toute cette jolie vaisselle en argent qui se trouve rangée là-bas. Je ne serais pas étonnée qu'elle mène 6 chevaux blancs, mange dans des assiettes en or et porte des diamants et de la dentelle à l'aiguille tous les jours. Teddy pense que rien n'est trop beau pour elle, répondit Joe avec une infinie satisfaction. Plus rien ne demeure. Tu prendras du hachis ou des boulettes de poisson au petit déjeuner demanda Anna qui judicieusement mêlait poésie et prose. Ça m'est égal, dit Joe en fermant la porte avec l'impression que la nourriture était un sujet qui convenait mal à l'instant. Elle resta là un moment, regardant le groupe disparaître à l'étage et en voyant les courtes jambes couvertes d'écossais et de demi franchir péniblement la dernière marche, un soudain sentiment de solitude l'envahit, si puissamment qu'elle chercha, les yeux brouillés, quelque chose à quoi s'appuyer. Car même Teddy l'avait abandonnée. Si elle avait su quel cadeau d'anniversaire approchait de minute en minute, elle ne se serait pas dit « Je pleurerai quelques larmes en allant me coucher, je ne vais pas être lugubre maintenant ». Puis elle porta la main à ses yeux, car elle avait conservé l'habitude périle de ne jamais savoir où était son mouchoir. Et elle venait juste de réussir à sourire lorsqu'on frappa à la porte du porche. Hospitalière, elle ouvrit à la hâte et sursauta comme si un nouveau fantôme était venu la surprendre. Car, devant elle, se tenait un homme corpulent et barbu, lui adressant un grand sourire dans l'obscurité, comme un soleil de minuit. « Oh, monsieur Père, je suis si contente de vous voir !» s'écria Joe en l'agrippant, comme si elle craignait que la nuit ne l'avale avant qu'elle puisse le faire entrer. Et moi de voir mademoiselle March. Mais non, il y a une fête. Et le professeur s'interrompit en entendant le bruit des voix et des pieds dansants qui leur parvenaient depuis l'étage. Non, c'est seulement la famille. Mon frère et ma sœur viennent juste de rentrer à la maison et nous sommes tous très heureux. Entrez et soyez des nôtres. Bien que très sociable, je pense que M. Baird serait parti très poliment et serait revenu un autre jour. Mais comment faire maintenant que Joe avait refermé la porte derrière lui et l'avait débarrassé de son chapeau ? Peut-être cela avait-il un rapport avec le visage de Joe, parce qu'elle avait oublié de dissimuler sa joie de le voir et le montrer avec une franchise qui s'avéra irrésistible pour cet homme solitaire, accueilli d'une façon qui dépassait de loin ses espoirs les plus osés. Si je ne suis pas monsieur de trop, je serais si heureux de les voir tous. Vous avez été malade, mon ami. Il avait brusquement posé la question, car tandis que Joe suspendait son manteau, la lumière tomba sur son visage et il y perçut un changement. Pas malade, mais fatigué et triste. Nous avons eu des soucis depuis la dernière fois que je vous ai vu. Ah oui, je sais, mon cœur était douloureux pour vous quand j'ai appris ça. Pardon. Je suis pas douée. Ah, il faut que j'investisse dans des mouchoirs en tissu. Je consomme trop de mouchoirs. C'est impossible. Et il lui serra à nouveau la main avec une expression si compatissante que Joe eut l'impression qu'aucun réconfort ne pourrait égaler la gentillesse dans ses yeux, l'étreinte de la grosse main chaude. « Papa, maman, voici mon ami le professeur Baird, dit-elle, le visage et le ton empreint d'une fierté et d'un plaisir si irrépressible qu'elle aurait pu tout aussi bien souffler dans une trompette et ouvrir la porte avec maintes courbettes. Si l'étranger avait eu des doutes sur la façon dont il serait reçu, ils disparurent en un instant devant l'accueil cordial qui lui fut réservé. Tout le monde le salua gentiment, tout d'abord pour faire plaisir à Joe, mais très vite, ils l'apprécièrent pour ce qu'il était.
Ils ne purent s'en empêcher, car il était porteur de ce talisman qui ouvre tous les cœurs et ces gens simples se prirent immédiatement de sympathie pour lui, se sentant d'autant plus amicaux qu'il était pauvre. Car la pauvreté enrichit ceux qui vivent au-dessus d'elle et c'est un passeport sûr pour une véritable hospitalité. M. Hébert regardait autour de lui avec l'expression d'un voyageur qui frappe à la porte d'étrangers et, au moment où elle s'ouvre, se sent chez lui. Les enfants se précipitèrent sur lui comme des abeilles sur un pot de miel et s'installant chacun sur un genou, ils s'employèrent à le séduire en vidant ses poches, en lui tirant la barbe et en examinant sa montre avec une hardiesse toute puérile. Les femmes acquiescèrent d'un geste en se regardant et M. March, sentant qu'il avait trouvé une âme sœur, offrit le meilleur de lui-même à son invité, tandis que le silencieux John écoutait et appréciait la conversation, mais ne disait pas un mot et que M. Lawrence considérait comme impossible d'aller se coucher. Si Joe n'avait pas été occupé ailleurs, le comportement de Laurie l'aurait amusé, car un léger pincement au cœur, pas de jalousie, mais de quelque chose qui s'apparentait à un soupçon, poussa le jeune homme à se tenir à distance au début et à étudier le nouvel arrivant avec une circonspection fraternelle. Mais ça ne dura pas longtemps. Il s'intéressa malgré lui et avant de s'en apercevoir, il s'était mêlé au cercle, car M. Hébert s'exprimait bien dans cette formidable atmosphère et se rendait justice. Il s'adressait rarement à Laurie, mais il le regardait souvent, et une ombre traversait son visage, comme s'il regrettait sa propre jeunesse perdue en observant le jeune homme dans la fleur de l'âge. Puis ses yeux se tournaient vers Joe avec une telle mélancolie qu'elle aurait sûrement répondu à la question muette si elle l'avait remarqué. Mais Joe devait s'occuper de ses propres yeux, et ayant l'impression qu'elle ne pouvait leur faire confiance, elle les gardait prudemment rivés à la petite chaussette qu'elle tricotait, comme un modèle de tante célibataire. Un coup d'œil furtif de temps à autre la revigorait comme des gorgées d'eau fraîche après une marche dans la poussière, car les regards en biais lui révélaient des auspices favorables. Le visage de M. Hébert avait perdu son expression absente et paraissait très vivant et intéressé par l'instant présent. Vraiment jeune et beau, songeait-elle, en oubliant de le comparer avec celui de Laurie comme elle le faisait généralement avec des étrangers, à leur grand détriment. Et il semblait très inspiré, même si les coutumes funéraires des anciens vers lesquels la conversation avait dérivé pouvaient difficilement être considérées comme un sujet exaltant. Joe rougit de triomphe lorsque Teddy fut réduit au silence au cours de la discussion et elle se dit en observant le visage absorbé de son père « Comme il aimerait avoir quelqu'un comme mon professeur pour discuter avec lui tous les jours. » Enfin, M. Hébert était vêtu d'un costume noir tout neuf, ce qui, plus que jamais, le faisait ressembler à un gentleman. Sa chevelure broussailleuse avait été taillée et délicatement peignée, mais elle ne resta pas soignée bien longtemps car, dans les moments d'excitation, il l'ébouriffait de cette drôle de façon qu'il avait toujours et Joe l'aimait bien dressée toute droite plutôt que plate, car elle trouvait que cela donnait à son front un air de Jupiter. Pauvre Joe! Comme elle glorifiait cet homme quelconque, assis en train de tricoter si tranquillement, bien que rien ne lui échappât, pas même le fait que M. Hébert avait des boutons de manchette en or sur ses poignets immaculés. Cher homme, il ne se serait pas vêtu avec plus de soin s'il était parti faire sa course, dit Joe. Puis une soudaine pensée, née de ces paroles, la fit rougir si affreusement qu'elle dut lâcher sa pelote et se baisser pour la ramasser afin de dissimuler son visage. La manœuvre ne réussit cependant pas aussi bien qu'elle l'avait espéré, car, bien qu'étant en train de mettre le feu à un bûcher funéraire, le professeur fit tomber sa torche, métaphoriquement parlant, et plongea après la petite pelote bleue. Naturellement, ils se cognèrent vivement la tête, virent des étoiles et tous deux se relevèrent rouges et riants sans la pelote et reprirent leur place en regrettant de l'avoir quittée. Personne ne savait comment allait évoluer la soirée, car Anna avait habilement soustrait les bébés de bonne heure, leurs têtes dodelinant comme deux coquelicots roses, et M. Lawrence était rentré chez lui se reposer. Les autres étaient assis autour du feu, discutant sans se soucier le moins du monde du temps qui s'écoulait jusqu'à ce que Meg, qui avait la ferme conviction, dans sa tête de mère, que Daisy était tombée de son lit et que Damie avait mis le feu à sa chemise de nuit en étudiant la structure des allumettes, se prépare à partir. « Nous devons chanter comme autrefois, puisque nous sommes à nouveau tous là, dit Joe, ayant l'impression que crier un bon coup serait une échappatoire sans danger et agréable pour les débordements de joie de son âme. Elle n'était pas toute là. « Mais
personne ne trouva ces paroles maladroites ou inexactes, car Bess semblait toujours être parmi eux, une présence paisible, invisible, mais plus chère que jamais, puisque la mort ne pouvait briser le bloc familial que l'amour rend indissoluble. La petite chaise était à son ancienne place, le panier bien ordonné, avec le peu d'ouvrage qu'elle avait laissé inachevé lorsque l'aiguille était devenue trop lourde, trônait toujours sur son étagère habituelle. L'instrument adoré, que l'on touchait maintenant rarement, n'avait pas été déplacé, et au-dessus le visage de Beth, serein et souriant comme au premier jour, les contemplait tous, semblant dire « Soyez heureux, je suis là ». Joue quelque chose, Amy, montre-leur comme tu as progressé, dit Laurie avec une fierté pardonnable pour son élève prometteuse. Mais Amy murmura, les yeux pleins de larmes. C'est pas possible. Pardon. Excusez-moi. Je n'y vois plus rien. Ah, je ne sais plus où je suis. Mais Amy murmura, les yeux pleins de larmes, en faisant tournoyer le siège fané. « Pas ce soir, mon chéri, je n'ai pas envie de m'exhiber ce soir. » Mais elle exhiba quelque chose de bien mieux que sa virtuosité ou son talent, car elle chanta les chansons de Bess avec une tendre musique dans la voix que le meilleur des maîtres n'aurait pu lui apprendre et qui toucha le cœur des auditeurs avec une puissance plus douce qu'aucune autre inspiration n'aurait pu lui offrir. La pièce était absolument silencieuse lorsque la voix cristalline faiblit soudainement dans le dernier vers du cantique préféré de Bess. Il était difficile de dire « La terre n'a aucun chagrin que le ciel ne peut guérir ». Et Amy s'appuya à son mari qui se tenait derrière elle, sentant que son retour à la maison n'était pas parfait sans le baiser de Bess. Maintenant, nous devons terminer avec la chanson de Mignon, car M. Bert la chante, dit Joe, avant que l'interruption ne devienne trop douloureuse. Et M. Bert se racla la gorge avec un satisfait en se dirigeant vers le coin de Joe en disant « Vous chanterez avec moi, nous faisons excellemment bien ensemble. » Une agréable fiction d'ailleurs, car Joe n'avait pas davantage de connaissances en musique qu'une sauterelle. Mais elle aurait accepté, même s'il lui avait proposé de chanter tout un opéra, et elle gazouilla sans se soucier le moins du monde du tempo et de la justesse. Ça importait peu, car M. Bert chantait comme un véritable Allemand, avec entrain et très bien. Et Joe ne fit bientôt plus que fredonner à voix basse pour pouvoir écouter la voix douce qui semblait ne chanter que pour elle. « Connais-tu le pays des citronniers en fleurs ?» était autrefois le vers préféré du professeur, parce que le pays signifiait pour lui l'Allemagne, mais il paraissait maintenant appuyé avec une chaleur et une musicalité particulière sur les vers. « Oh là-bas, je voudrais, là-bas, oh mon amour, m'en aller avec toi. » Et l'une des auditrices fut tellement transportée par la tendre invitation qu'elle rêvait de dire qu'elle savait de quel pays il s'agissait et qu'elle y partirait avec joie quand il le voudrait. La chanson remporta un vif succès et le chanteur se retira d'un air embarrassé, couvert de lauriers. Mais quelques minutes plus tard, il oublia totalement ses bonnes manières et fixa Amy qui mettait son bonnet, car elle avait été présentée simplement comme « ma sœur » et personne ne l'avait appelée par son nouveau nom depuis son arrivée. Il s'oublia encore davantage lorsque Laurie dit, de la plus gracieuse des façons au moment de partir, « Ma femme et moi avons été ravis de vous rencontrer, monsieur. Souvenez-vous que vous serez toujours bien accueillis en face. » Le professeur le remercia alors si chaleureusement et sembla soudain si radieux que Laurie se dit qu'il était le brave type le plus merveilleusement démonstratif qu'il eût jamais connu. Je fais moi aussi partir, mais je serai heureux de revenir si vous me donnez la permission, chère madame, car quelques affaires en ville me retiendront quelques jours. Il s'adressa à madame March, mais il regardait Joe. Et la voix de la mère donna son accord aussi cordialement que les yeux de la fille, car madame March n'était pas aussi aveugle
à l'intérêt de ses enfants que Madame Moffat le supposait. Je le soupçonne d'être un homme sage, fit remarquer M. March avec une placide satisfaction, depuis le tapis de l'âtre, après le départ du dernier invité. Je sais qu'il est bon, ajouta Madame March, approuvant fermement en remontant la pendule. Je me disais qu'il vous plairait, fut tout ce que dit Joe en s'éclipsant pour aller se coucher. Elle se demandait quelles affaires amenait M. Bert en ville et décida finalement qu'il avait été nommé à un certain poste avec tous les honneurs, quelque part, mais avait été trop modeste pour le mentionner. Si elle avait vu son visage lorsqu'en sécurité dans sa propre chambre, il regarda la photo d'une jeune femme sévère et raide pourvue d'une belle masse de cheveux et qui semblait observer sombrement l'avenir, cela aurait pu l'éclairer sur le sujet, surtout quand il éteignit la lumière et embrassa la photo dans l'obscurité. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai un souci, je ne vois plus rien d'un œil. Et voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je suis désolée pour tout. Voilà. Et je vous remercie encore. Je pense que je vais finir la lecture ce soir. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et à bientôt. Faites attention à vous surtout.